Bonjour Romain. Bonjour. Content de te croiser aux Utopiales. Mais de même. Donc la première question que j'avais, parce que tu as deux parutions cette fois-ci, donc Langage Machine et La Vallée du Carnage. Vallée du Carnage, tous deux chez Verso. Pourquoi Verso? Parce que c'est un nouveau label au sein des éditions du Seuil qui faisait pas d'imaginaire avant. Et ce label, il est fondé sur un concept qui est assez différent d'une collection de science-fiction ou de fantasy ou de romantasy ou de western ou de polar. C'est le concept que m'a vendu l'éditeur Glenn, que je salue au passage. C'est l'idée d'avoir vraiment un label qui regroupe des grandes histoires et des belles histoires, quel que soit le genre, dans la catégorie du genre, quoi. Enfin, qui est beaucoup plus large que de la science-fiction ou etc. Et ça, moi, ça m'allait bien parce que j'ai une écriture qui est assez, enfin de mon point de vue, hein, voilà, mais qui est assez transversale. Ce que j'écris, c'est de la SF, mais c'est pas complètement que de la SF. Et cette idée de faire primer la notion d'avoir une bonne histoire dans le monde du genre, sur la catégorie éditoriale précise, je trouvais que c'était extrêmement stimulant. Et donc je me retrouve effectivement dans une collection où il y a aussi de l'espionnage, où il y a aussi du polar, où il y a une variété de genres, du roman historique, une variété de genres importante, et c'est très très bien. Alors avant de parler de Vallée du Carnage, je voulais parler un peu de Langage Machine parce que ça fait un peu un chaud froid quand même, hein, un petit peu. Moi, ça m'a aidé à écrire le chaud, de écrire le froid en même temps. Oui, c'était écrit en même temps. Ouais. D'accord. Donc Langage Machine, donc c'est un recueil de poésie, donc SF avec des machines, etc. Ouais. Finalement, c'est assez surprenant d'avoir de la poésie en SF. Ouais. Hein. Bah voilà, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je me suis dit, bon, la poésie, ça a une vertu, c'est de faire ressentir au lecteur à travers des mots, le choix des mots, le choix des images qui sont dans les mots, le choix des sons, des émotions. Et d'essayer de caractériser précisément ou de faire vivre certaines émotions plutôt que d'autres parce qu'elles ont quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit, l'émotion, par exemple, liée à voilà, la solitude face à la ville, la solitude urbaine, c'est une émotion qui existe depuis le XVIIIe et le XIXe siècle, évidemment, mais il y a des nuances spécifiques de cette émotion qui existent aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui est déjà contaminé par la science-fiction, par des éléments de la science-fiction, qui ne pouvaient pas être ressentis en 1880, quoi. Et je ressentais une espèce de besoin de tricoter ce truc-là et de proposer à mes lecteurs quelque chose qui est, voilà, j'ai essayé de faire vraiment de la poésie, voilà, techniquement parlant, mais qui parle de toutes ces facettes d'émotions, toutes ces facettes d'expérience, ou qui leur fasse ressentir ça, qui sont celles de notre modernité à nous. Voilà. Et je veux pas dire par là que la solitude de maintenant et la solitude d'avant, c'est pas la même solitude. Bien sûr, c'est la même solitude, mais il y a des nuances spécifiques. Voilà. Quand on est face au paysage déshumanisé de certaines entrées de ville, quand on est face à des dialogues absurdes avec des machines qui en fait ne pensent pas et qui sont des chatbots, voilà, qui se multiplient, hein, enfin voilà, et que d'une certaine manière notre sociabilité, elle se consume dans de la relation digitale, voire des interlocuteurs qui sont des automates. Voilà, ça crée des nouvelles nuances d'une expérience humaine qui peut être horrible, dans lesquelles il y a aussi des choses positives. Et c'est ça que je voulais tricoter un peu. Voilà. Et je me suis dit, comment je fais autrement que, en faisant de la poésie, c'est-à-dire en essayant de créer une espèce de tissu de mots, de sons. La dimension sonore pour moi elle est très importante, de façon à ce que le lecteur il se dise ouais, ok, ça correspond à une certaine forme d'expérience ultra moderne, ultra contemporaine, qui est celle de maintenant ou dans quelques années entre les deux, mais qui correspondent à notre modernité envahie par des items qui il y a 20 ans étaient de la science-fiction, quoi. Oui, et dans le même temps, j'ai aussi vu un appel à écouter le monde, à être attentif aussi aux belles choses qui existent. Ouais, c'est dans la trajectoire d'un monde dans lequel il y a une dimension de déshumanisation, enfin qu'on le veuille ou pas, voilà. Les réseaux sociaux, d'une certaine manière, ça déshumanise la relation amicale. Voilà. Vous avez des gens, vous les voyez plus, vous pouvez que interagir avec eux par écrit. En fait, à un moment donné, vous vous dites, mais si on le remplaçait par un chatbot, voilà.
les biotechnologies, c'est en train de changer des choses, qu'on le veuille ou pas, dans ce qu'est l'expérience de la mort. La médecine, les biotechnologies, etc. Le fait qu'on vive, que la plus grande partie de l'humanité et bientôt la totalité soit urbaine. Enfin, je veux dire, faut se rendre compte quand même des dimensions des choses. Vous partez à pied, ça inspire un de mes poèmes. Vous partez à pied du centre de Paris et vous marchez. Combien de temps faut-il marcher pour arriver dans la nature? Mais en fait, c'est énorme comme durée. À pied, évidemment, en voiture, c'est rapide, mais à pied. Vous voyez, le mec au Moyen-Âge qui part du centre de Paris, en combien de temps il est en pleine nature? Même pas quelques heures. Voilà. Et donc ça, et on est maintenant arrivé à, enfin, nos gamins, c'est la 3e génération d'urbain, quoi. Enfin, voilà, moi, voilà. Et ça change profondément un certain nombre de choses très profondes dans l'expérience humaine. Mais il y a aussi de la beauté à capter. Voilà. Mais par contre, il faut regarder la laideur, il faut regarder la laideur et la déshumanisation d'un certain nombre de choses pour voir qu'effectivement, il y a encore la possibilité d'une certaine forme de beauté. Et même d'ailleurs dans la description de la laideur, vous pouvez en faire du beau. Voilà. Mais c'est pas un exercice simple. D'où effectivement, voilà, ce recueil de poèmes. J'ai pas trouvé de meilleure manière de cristalliser un truc qui est pas narratif, quoi. C'est pas du roman. J'avais pas envie de raconter une histoire. J'avais envie de montrer des trucs. Et ça marche. Ça marche? Ça marche. Bon, bah, voilà, si ça c'est marche. toujours ça. Voilà. C'est ce que ça vaut. Voilà, le marché de la poésie étant ce qu'il est, si ça marche pour une personne, je suis content. Et quand on parle de Vallée du Carnage, alors là, on est carrément dans autre chose. Comment vous présenteriez en quelques mots la Vallée du Carnage? Vallée du Carnage, techniquement, c'est un roman uchronique de guerre. C'est-à-dire, ça raconte une guerre terrible dans un monde qui technologiquement ressemble au nôtre, disons dans une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Il y a un peu d'éléments de science-fiction, mais pas tant que ça. Et dans ce monde, la culture, la géopolitique, les relations entre les pays, la politique interne, la religion, tout ça, c'est l'Antiquité, et c'est l'Antiquité assez ancienne, l'Antiquité assez archaïque. Et donc ça raconte une histoire où deux grandes puissances, une puissance orientale qui est la Perse, avec à sa tête un tyran, le roi des rois, Horod, entre en guerre avec une autre puissance, la puissance occidentale, qui est Carthage, à la tête d'une coalition de cités libres, voilà, mais c'est pas l'Occident tel qu'on le connaît, et s'ensuit une guerre épouvantable, et donc le roman suit les destinées individuelles de 7 ou 8 personnages qui sont pris dans un engrenage de guerre. Alors, ce livre-là, vous pouvez le lire de 2 manières complètement différentes. Vous pouvez vous dire que c'est une sorte de dialogue un peu complexe, un peu miroir avec un certain nombre de choses de notre actualité. Et donc, c'est vrai. Je veux dire, moi, ce roman, j'ai eu l'idée de l'écrire en regardant les premières heures de la guerre en Ukraine. Donc, tout le monde était là en train de dire, mais les Russes vont pas envers l'Ukraine, c'est pas possible. On est en 2024, c'est l'Europe, on n'envahit pas ses voisins, quoi. Et en fait, si. Et je me suis dit, imaginons une histoire où, face à l'invasion russe, il y avait eu une réaction occidentale énorme, quoi. À quoi ça aurait ressemblé, cette espèce de guerre titanesque qu'on n'appelle pas de nos voeux, hein, voilà. Et à quoi ça ressemble, cette guerre de aujourd'hui ou de demain, quoi, enfin, du prochain quart d'heure. Voilà. Donc j'ai voulu raconter ça. Et puis il y a une autre dimension. Moi, j'assume depuis toujours d'écrire des trucs avec une dimension de conte philosophique, voilà, où je voulais explorer à travers la guerre un truc qui me travaille beaucoup, qui est la profondeur du mal au sein de l'homme. C'est à quel point les humains, pardon, sont des créatures horribles, et jusqu'où ça va cette histoire. Voilà. Et donc j'avais envie d'écrire un bouquin suffisamment immersif pour que le lecteur, il rentre là-dedans et il vive l'expérience de cette déshumanisation. Vous voyez, il y a quand même un lien avec le recueil de poésie, de cette déshumanisation jusqu'au bout, et qu'il endorme moins bien la nuit. Voilà. Donc vous pouvez le lire des 2 manières, en disant c'est une sorte de miroir de l'actualité, voire du proche futur. C'est ça la guerre future. Voilà. Et c'est pas, c'est pas complètement faux. Ou alors vous pouvez le lire comme un conte. Et moi j'assume vraiment que ce soit lisible des 2. Voilà. Et après, c'est aussi un roman de guerre. Et donc il y a un lecteur qui m'a dit, moi ça me fait penser à Warhammer 40 000. Je lui dis ok, d'accord, si ça fait penser à Warhammer 40 000, très bien. Il y a de la guerre, il y a des chars, il y a des trucs comme ça. Et ce qui est, alors c'est marrant parce que j'ai vu que vous aviez commencé la rédaction. Et vous l'avez rappelé au moment de la guerre en Ukraine, mais finalement quelqu'un qui le lirait aujourd'hui, ça pourrait faire écho à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient entre le Liban, Israël, etc. Et on est sur une thématique qui reste universelle. Je pense qu'il y a en fait, c'est pour ça que je voulais aussi repartir de l'Antiquité, parce que il y a de la guerre depuis qu'il y a des hommes, des humains, et ce fait-là,
pourquoi il y a de la guerre depuis le début de l'humanité. Enfin, on n'en sait rien, mais enfin depuis qu'il y a des traces écrites, voilà, il y a des récits de guerre. Pourquoi? Et c'est pas, enfin, on y est habitué, on se dit ah ouais, c'est ballot pour eux, il y a la guerre, mais en fait c'est profondément incompréhensible pourquoi les gens s'organisent de façon aussi massive pour s'entretuer. Enfin déjà, ce truc-là est un scandale. Et donc je me suis dit que ça vaut le coup de l'explorer. Je suis pas le premier, mais voilà. Et puis il y a Tolstoï, quoi, hein, donc ça vous calme. Mais bon, je voulais l'explorer et je voulais l'explorer encore une fois avec la nuance exacte qui est celle des technologies qui arrivent. Il n'y a pas j'ai écrit aussi avant du space opera qui se passe dans 10 000 ans. Quoi, voilà. Mais là, j'avais envie d'explorer ce que ça veut dire dans des technologies qui sont en train d'arriver, qui sont à notre porte. Et donc, ça vous raconte aussi des choses qui ont trait en effet à la pratique de la guerre ultra technologique telle qu'elle est en train d'arriver et telle qu'on la voit dans les images en Ukraine, en Azerbaïdjan, et puis ensuite en Ukraine, et puis maintenant au Proche-Orient. Voilà. J'ai passé un petit peu de temps à bosser pour le ministère des Armées, donc ça m'a appris des trucs aussi. Voilà, et donc j'ai essayé de mettre en musique cette dimension-là. Enfin, une guerre ultra technologique, ça ressemble à quoi? Si on pousse les curseurs. Et quand on pousse les curseurs, on voit des choses de façon plus pure que quand on pousse pas les curseurs. La SF, ça sert à ça. Et c'est marrant parce qu'on parle de guerre ultra technologique. Effectivement, on voit énormément de guerres ultra technologiques. C'est aussi la guerre qu'on nous vend aujourd'hui avec des missiles qui vont pratiquement taper à la porte avant d'exploser. Ouais. Et finalement, dans votre roman, c'est un carnage, quoi. Bah ouais, ça s'appelle le carnage et ça fait référence à une citation de l'Ancien Testament et c'est la même horrible guerre, la même guerre épouvantable qu'on a depuis l'Antiquité où à la fin des fins, il y a des gens qui s'étripent et il y a des viols et il y a des massacres et on tue de façon indiscriminée les populations civiles. Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est paradoxal, mais en même temps, il y a une vérité de ce truc-là. Enfin, ce qui se passe en Ukraine, ça n'a pas l'ampleur de certaines guerres du passé parce que le nombre de gens qui sont concernés est bien moindre que la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la guerre en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est des millions de soldats. Mais pour autant, il y a cette même horreur qui traverse effectivement le monde depuis qu'il est monde. Après, Vallée du Carnage, ça vise aussi à rappeler un truc qu'on peut parfois oublier quand on regarde l'actualité, c'est que on vit paradoxalement dans un monde extrêmement civilisé par rapport à ce qu'a été le passé. C'est-à-dire que la guerre de l'Antiquité, très chrétienne, c'est avant les stoïciens, les chrétiens, le travail de civilisation des Lumières, le droit international, la Société des Nations, l'ONU, etc. Des choses que nous trouvons horribles sont normales dans l'Antiquité. Enfin, j'aime bien citer cet exemple, mais voilà, il y a une histoire. Il y a une cité grecque, elle veut pas payer le tribut à Athènes. Les Athéniens, ils sont vénères, ils vont les voir. Ils rentrent dans la ville et puis ils tuent tout le monde. Et c'est normal. Ils disent bah ouais, on a gagné. Donc on va vous tuer. Vous avez pas payé le tribut, on va tous vous tuer. On va réduire toutes vos femmes en esclavage. Voilà. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est comme ça la guerre. Vous voyez, c'est comme ça la guerre de l'Antiquité. Et nous, voilà. Et nous, on se dit quand on voit les images, et à raison, on se dit Gaza, Ukraine, ou d'autres endroits. Hein, enfin voilà, c'est insoutenable. Et c'est vrai que c'est insoutenable. Mais en même temps, c'est insoutenable aussi parce qu'on est depuis plusieurs centaines voire milliers d'années dans un travail de civilisation qui nous amène à considérer comme insoutenable des choses que, à l'époque de l'Empire romain ou de la Chine antique, ben voilà, on les prend tous, on leur coupe les mains, et puis après on leur coupe la tête, et puis après on les coupe en morceaux, et puis après on danse sur leurs cadavres. C'est cool, quoi. Voilà. Et c'est ça aussi, je voulais montrer ce truc-là. Là, il y a un travail un peu historique, quoi, de dire, bah, voilà. Et donc, je raconte un monde où il n'y a pas eu ce travail-là de civilisation. Voilà, c'est un monde brut de décoffrage, antiquité archaïque. Et c'est affreux. Et par rapport à cette antiquité, on a quand même une image d'Épinal un peu de l'antiquité aujourd'hui, ouais. C'est-à-dire que on voit la mythologie, on voit la traversée des Alpes par Hannibal avec ses éléphants, et on trouve ça vachement sympa comme moyen de faire la guerre. Et ce que ça rappelle aussi, c'est que cette image belle de cette époque-là, elle est totalement complètement fausse. Et que la guerre n'est vraiment, enfin l'horreur de la guerre n'est pas une invention moderne. Je veux dire, c'est quelque chose qui est assez stable dans les civilisations humaines, et ça doit nous faire poser des questions. C'est pourquoi c'est stable dans la civilisation. J'ai pas de réponse, mais enfin, ça doit nous amener tous à nous interroger. J'ai un dispositif narratif qui est conçu pour ça. C'est-à-dire, je m'adresse à chaque personnage à la deuxième personne du singulier, et donc du coup, le lecteur il peut le prendre pour lui-même, parce que je veux que le lecteur il se sente dans la peau de ces personnages. Certains sont des victimes, d'autres sont des bourreaux, mais les victimes deviennent des bourreaux. Voilà. Et le personnage le plus sympa de l'histoire, c'est quand même un bourreau à la fin. Et en fait, tout le monde est entraîné dans ce truc-là. Et j'ai envie que le lecteur, il sorte de la lecture en se disant,
Mais en fait, c'est quoi la différence entre moi et l'affreux tyran là? Je sais pas. Je sais pas dire exactement. Est-ce que moi, dans ces circonstances-là, voilà, je suis encore cette personne avec une vie sympathique et bourgeoise, civilisée, qui fait attention en traversant la rue, ou est-ce que je deviens cet abominable soldat génocidaire, quoi? Et stricto sensu, personne n'a la réponse. Parce que s'il y a autant de guerres dans l'histoire humaine, s'il y a cette infinité de mal et de souffrance, c'est qu'il y a un ressort profond qui est activable. Et ça doit nous empêcher de dormir la nuit. Donc moi, j'espère que il y a des gens, ça va les empêcher de dormir la nuit. Si possible en nombre, mais même si c'est quelques-uns, c'est bien. C'est vrai que ça nous rappelle toujours ces questions. Il y a toujours cette question un peu philosophique. Moi, pendant la Seconde Guerre mondiale, de quel côté j'aurais été? Ouais. Et on ressent un peu ça. Et là, en fait, vous poussez de très très loin parce que c'est super violent. Ouais. Et une des questions que j'ai, c'est en tant qu'écrivain, comment on sort de cette écriture aussi trash? On a écrit de la poésie déjà, ça fait du bien. Et ça a été super dur à écrire de ce point de vue-là. C'est le roman que j'ai eu le plus de mal à écrire parce que effectivement les scènes dures, en fait moi j'ai pas particulièrement envie de les écrire et en plus quand t'es écrivain, t'es aussi un technicien, donc tu dois écrire un truc dégueulasse de façon à ce que pour autant le lecteur lui il le traverse et qu'il ait envie de tourner la page. Et c'est pas plaisant. Mais en même temps, j'ai ressenti, les images de l'actualité, le retour de la guerre sur le continent européen, aussi des réflexions personnelles. J'ai ressenti effectivement le besoin d'aller là-dedans et puis aussi de répondre à un constat. Je sais que ça va encore fâcher des gens, mais c'est pas grave. La science-fiction, globalement, il y a quelques exceptions, mais ne sait pas traiter la guerre. La science-fiction, elle a souvent un biais, c'est d'écrire d'écrire avec des niveaux de discours, de censure ou d'autocensure sur la réalité des choses, qui en fait de la littérature jeunesse. Enfin, je suis désolé, hein, mais et en fait, des récits de science-fiction de guerre en phase avec la guerre, il y en a vraiment pas des masses. Et souvent, du coup, la guerre, elle a l'air jolie, quoi. Enfin, y compris pour des auteurs qui ont un propos antimilitariste. Enfin, le Étoile garde à vous de Heinlein, c'est profondément antimilitariste. Starship Troopers, en fait, qui est inspiré de Étoile garde à vous, c'est le grand roman de science-fiction de guerre. Mais comme c'est traité d'une certaine manière, comme si on écrivait pour des gamins, et qu'on fait bien attention à ce que tout soit, un peu Walt Disneyisé, bilan des courses. Vous voyez pas l'horreur de truc. Alors que je pense en lisant Vallée du Carnage, vous pouvez pas être militariste, quoi. Enfin, ça vous calme. Ça jette quand même un sacré froid. Et c'est aussi le sujet intéressant et ça revient sur le rebond en disant le mal profond, etc. On a affaire quand même à des gens qui globalement n'étaient pas destinés à devenir ces bourreaux. Bah oui, parce que c'est des gens comme vous et moi. Enfin, et notamment, il y a un personnage qui est un soldat qui est pris dans une guerre de 7 ans où il devient effectivement un défenseur d'une cité, dans les ruines de la cité, et puis sa vie c'est un enfer en fait. Voilà. Et j'essaye de montrer que c'est quelqu'un comme vous et moi, et qu'en fait, au bout d'un certain nombre d'années d'horreur, quelqu'un comme vous et moi, ça devient une machine, et qu'en fait les pires bourreaux de l'histoire, les personnages les plus atroces de mon histoire, c'est aussi profondément des victimes d'une immense violence psychologique qui leur a été infligée par un système, qu'ils se sont infligés à eux-mêmes. Le fait de faire du mal à autrui, c'est aussi une violence qu'on s'inflige. Et à un moment donné, ils sont tous, d'une certaine manière, profondément des victimes de souffrances internes, existentielles, psychologiques, enfin dites-le comme vous voulez, mais voilà, il y a cette dimension-là profondément de déshumanisation du côté des bourreaux et des victimes. Pour les victimes, c'est pire, mais pour les bourreaux aussi. Et c'est ce processus global de déshumanisation que j'ai voulu raconter. Voilà. Et c'est pour ça que, parce qu'il y a un lien entre entre la violence guerrière, la violence tout court, la masculinité. C'est un personnage où il y a quasiment pas de femmes, parce que ça décrit pas un monde réel. C'est pas vraiment une uchronie. En fait, je raconte un endroit qui est un enfer. Et un enfer, ça peut être quoi? Il y a plein de versions de l'enfer, mais la version de l'enfer que moi je propose, elle est assez réaliste. C'est en fait un endroit où il y a que des mecs qui s'entretuent.
que des mecs qui s'entretuent. Et je pense que c'est une bonne définition de l'enfer. Voilà le propos du bouquin. Et j'avais une question qui est en rapport aussi avec, alors qui n'est plus votre actualité si j'ai bien suivi, sur la Red Team Défense. Quel lien entre, est-ce qu'il y a un lien entre Vallée du Carnage et les travaux que vous avez pu faire dans le cadre de Red Défense? Alors il y a un lien, il est pas linéaire au sens où il y a des idées dans Vallée du Carnage qui me sont venues en travaillant sur des choses qui avaient en fait pas grand chose à voir avec Vallée du Carnage, parce que ce qu'on faisait pour la Red Team, ça n'a rien à voir avec un exercice littéraire. Donc je me suis dit bon ça c'est clairement pas pertinent, mais il se trouve que ça a popé dans ma tête à l'occasion d'une discussion sur ceci ou cela, et je me le garde, et puis j'en ferai peut-être quelque chose. Donc évidemment le fait d'avoir brassé des choses, ça m'a voilà. Mais le projet originel du bouquin, il date d'avant. Donc il y a assez peu de, pas l'idée d'écrire une sorte de grand roman de guerre antique, mais avec des armes de destruction massive, quoi. Il date d'avant. Mais par contre, effectivement, j'ai baigné dans une certaine littérature, j'ai travaillé des trucs, j'ai lu des trucs, etc. Et ça m'a nourri sur le plan technique. C'est pas le bouquin est vraiment pas déconnant sur le plan technique. D'accord. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Moi j'aime bien prendre des bons niveaux de risque à chaque bouquin. Vous voyez, la Siam, j'ai fait un space opéra hors gabarit où j'ai essayé d'explorer la question de la liberté. La Nuit du Faune, j'ai fait un conte philosophique, donc rien à voir avec ce qu'on fait dans l'édition classiquement, et j'ai essayé d'explorer la question de notre petitesse face à l'univers pour donner une expérience un peu dure au lecteur. Vallée du Carnage, j'explore les profondeurs du mal. Langage machine, j'explore le risque de la déshumanisation. Donc j'essaye d'apporter des sensations fortes. Voilà. Et donc souhaitez-moi d'avoir ma prochaine idée qui me permette de faire un truc bien risqué, bien hors gabarit, et puis avec plein de sensations fortes. D'accord, merci beaucoup Romain. Merci, au revoir. Au revoir.